Sparkenig, comment allez-vous réagir? Bonsoir. Je vais d'abord réagir dans le cadre de la disposatio qui m'a été proposée, donc je vais vraiment essayer de répondre un à un aux arguments d'Alain Madelin sans vous faire un exposé sur notre système que nous défendons. Alors d'abord, le diable est dans les détails, et en l'occurrence, c'est plutôt Dieu qui serait dans les détails, car les détails nous réconcilient en grande partie. La proposition que nous faisons dans le Liber est ni plus ni moins qu'une proposition d'impôt négatif. Simplement, ce qui donne l'illusion d'un revenu universel, c'est sa méthode de financement. Alors, on avait appelé ça revenu de liberté, on appelle ça revenu universel, parce qu'un impôt négatif, personne ne comprend rien, et ce sont deux thèmes particulièrement répulsifs et pour de bonnes raisons. Et par ailleurs, moi je me réjouis que dans ce combat, nous soyons assez ambigus parfois, pour nous associer avec d'autres forces qui défendent en effet pas la même chose, et qui néanmoins contribuent à l'émergence de l'idée. Et je suis persuadé que nous pouvons en faire un thème pour 2017, sur lequel les différents candidats vont se positionner, et que quand ils seront confrontés à la réalité des chiffres, et que quand l'administration moulinera ses tableurs, ils arriveront à peu près à la solution que nous proposons nous, qui est la seule qui s'accommode des contraintes budgétaires actuelles, puisqu'elle ne coûte pas un euro de plus, ça je peux le démontrer assez aisément. Et j'ajoute que les calculs et les modulations que nous avons faites sont basés sur, en l'occurrence, les travaux de Piketty, enfin c'est la simulation de 700 000 ménages français qui sont, grosso modo, ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui quand on veut étudier l'ensemble des ménages français, en chiffres actualisés. Quand on veut passer à l'étape supérieure, il faut que l'administration travaille, et c'est pour ça que nous avons essayé de faire passer plusieurs amendements pour que l'administration s'empare du sujet. Alors je disais, voilà, le diable est dans les détails parce que nous ne proposons pas grand-chose d'autre que le revenu familial minimum garanti dont parlait Alain Madelin, si ce n'est que d'abord il n'est pas familial. Parce que certes, la famille est aujourd'hui le socle de la fiscalité française, et je pense que c'est une erreur. Je pense que les libéraux devraient justement être contents de revenir à l'individu, d'individualiser l'impôt, et de laisser ensuite l'individu le choix de former ou non une famille. Je rappelle qu'aujourd'hui, les célibataires sont largement défavorisés par rapport au couple, je ne vois pas pourquoi ça serait le cas. Et s'ils forment une famille, de former une famille qui peut être une famille provisoire, former plusieurs familles, s'associer à plusieurs pour vivre à plusieurs, bien la colocation se développe. Enfin, en tout cas, ça, c'est une question de choix individuel dans laquelle l'État n'a pas interféré. En plus, ça pose des problèmes pratiques très forts. Aujourd'hui, vous avez quand même, s'agissant du RSA, des inspecteurs des CAF qui viennent dans les appartements regarder combien il y a de brosses à dents. Parce que si, et vous avez des procès pour indu du RSA, où le juge demande si oui ou non vous cochiez avec Madame Machin, parce que si vous cochiez avec Madame Machin, le RSA est familialisé, à ce moment-là vous avez droit à moins et vous allez devoir rembourser 523 €. Donc la logique familiale recèle son lot d'inquisition. Et reflète une vision, disons, une vision de la société sur laquelle, à mon sens, l'État n'a pas interféré. Ça, c'est pour le fait de le défamilialiser et de l'individualiser. Ensuite, dans notre système, il remplace également les allocations familiales, précisément, qui sont d'ailleurs les allocations qui coûtent le plus, si vous prenez le quotient familial, le quotient conjugal, qui coûtent le plus cher aujourd'hui, plus que le RSA. Et le revenu minimum est alloué à l'enfant également, à raison de la moitié du revenu minimum pour l'adulte, de sorte que nous changeons la logique des allocations familiales qui, aujourd'hui, j'assure à la famille le train de vie qu'elle avait avant enfant, grosso modo, pour dire non, nous assurons la survie de l'enfant à charge aux parents évidemment de dépenser cet argent en son nom. Ça revient un peu au même, mais la logique est différente. Alors, quel est l'enjeu premier de l'impôt négatif, c'est du revenu universel que nous défendons, c'est de permettre à chacun de subvenir à ses besoins de base. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça. Et on peut dire, finalement, la société devrait laisser ceux qui n'ont rien, ne pas leur donner d'argent, parce que, après tout, ils nous cassent bouger un peu les fesses et chercher un emploi. C'est tout à fait défendable, théoriquement. Milton Friedman, d'ailleurs, s'interroge sur la question dans le chapitre 12 de Capitalisme et Liberté, où il propose un impôt négatif. Ou alors, on peut être plus, ce que certains, alors là,
financiers disent réel libertarien, en pensant que le devoir de l'État, y compris pour les libéraux, c'est d'assurer l'autonomie individuelle, de donner à l'individu le minimum nécessaire pour son autonomie, de lui assurer son autonomie aussi contre les corps constitués. Et donc là, ça débouche à la fois sur la politique de concurrence d'un côté et sur le fait de subvenir aux besoins de base de l'autre. Et si on veut subvenir aux besoins de base, en fait, la méthode la plus simple et la moins coûteuse pour le faire, ce n'est pas d'essayer d'identifier qui est pauvre pour lui donner la somme dont on pense qu'il a besoin, c'est de donner à tous la même somme, ce qui détruit tous les effets de seuil, et précisément les effets d'ailleurs de spicardisation dont parlait justement Alain Madelin. Seulement cette somme, nous ne la donnons pas, et c'est là que le système diverge de ceux qui sont proposés par d'autres camps politiques. Nous ne la donnons pas sous forme, nous ne la donnons pas en cash, nous la donnons sous forme de crédit d'impôt. Je vais vous donner les chiffres sur lesquels nous avons travaillé. Pour déterminer la somme minimum, il faut déterminer le degré de pauvreté réel. À partir de quel montant je peux survivre dans la dignité. D'autres camps politiques vous diront que la pauvreté réelle n'existe pas, que la pauvreté est toujours relative. Alors précisément, je pense que ceux qui disent ça ce sont eux les matérialistes, qui pensent qu'on ne vit qu'en se comparant. Nous pensons qu'on peut évaluer la pauvreté réelle. Il n'y a aujourd'hui quasiment aucun chiffre en France sur la pauvreté réelle. Tous les chiffres de pauvreté que vous entendez, ce sont des chiffres d'inégalité, puisqu'ils mesurent la pauvreté par rapport à un salaire médian, par exemple. Cette pauvreté réelle, donc, nous l'avons mesurée avec les chiffres du Secours catholique, qui sont les seuls que nous avons à disposition, en les indexant sur l'inflation, etc. Et on tombe à peu près sur le chiffre du RSA, 450 € pour couvrir les besoins de base et les besoins de flux, les flux de fonctionnement d'un organisme pour se vêtir, pour consommer de l'énergie, des aliments, et je reviendrai sur le logement plus tard parce que c'est une question différente. Donc si on met le logement à part, on tombe sur, disons, 450 €. Okay, donc c'est le RSA, grosso modo. Au lieu de donner le RSA, aujourd'hui, 2/3 des gens qui sont éligibles au RSA ne demandent pas le RSA. Parce que le RSA suppose de remplir des formulaires extraordinairement bureaucratiques, dont je peux d'ailleurs vous donner quelques exemplaires. Quand la droite dit qu'il faut durcir les conditions d'accès au RSA, c'est tout l'inverse, il faut libéraliser le RSA. Et le donner donc sans condition. Mais c'est d'ailleurs la proposition d'Alain Madelin dans le revenu familial minimum garanti. Vous n'avez pas de condition, c'est-à-dire la condition, c'est juste le revenu. C'est juste le revenu, la condition. Et nous aussi, nous avons... Et donc, je vais vous expliquer comment nous, on se sort de l'affaire et pourquoi finalement on propose un peu la même chose. On dit on donne à chacun ces 450 € sous forme de crédit d'impôt. Maintenant, pour financer ce système, j'ai besoin d'un impôt. Parce que dans le revenu familial minimum garanti, on n'a pas encore dit comment le financer. Nous, c'est un système socio-fiscal, c'est-à-dire qui combine l'impôt avec l'allocation. C'est une même chose. L'impôt sur le revenu. Donc je détermine l'impôt, le niveau de l'impôt nécessaire pour financer ce système. En France aujourd'hui, si vous financez un crédit d'impôt universel à 450 €, pas Pérou, hein, c'est pas une utopie, ça fait pas rêver, ça simplifie juste un système qui est aujourd'hui dysfonctionnel. À 450 €, ça vous aboutissez à une taxe à 23%. Vous pouvez la faire progressive, c'est une question de choix politique, enfin pour simplifier, disons qu'elle est flat, c'est 23%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites à la fin de chaque mois la différence entre l'impôt que vous devez et le crédit d'impôt qui vous est dû. Donc si vous touchez 0, ben vous recevez les 450 en cash. Si vous devez 1 million d'impôts, vous devrez 1 million moins 450. Et entre les deux, toutes les solutions sont possibles. Si vous touchez 500 par exemple, vous allez devoir, disons, 100 d'impôts, donc on va vous donner 450 moins 100, 350, donc vous allez toucher 500 plus 350, 850 à la fin du mois. Ce qui veut dire que le système est complètement progressif, et que précisément, il élimine les effets de trappe à pauvreté et de trappe à SMIC, puisque dans ce système, le travail paye toujours. Qu'est-ce que l'assistanat? L'assistanat, c'est d'abord le paternalisme, quand on vous demande qui vous êtes et ce que vous faites avant de vous donner de l'argent. D'ailleurs, je renvoie au début du roman de Virginie Despentes, vers l'annonce du texte, quand un allocataire du RSA, où elle décrit la manière dont les entretiens se passent avec les filles de la CAF qui finissent par lui refuser l'argent parce qu'il l'a dépensé au jeu. C'est ça qui est intrusif. Et c'est ça qui inquiète les gens. Parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir le RSA. Parce qu'il faut aller demander le RSA. Parce que c'est humiliant d'être au RSA.
Dans un système automatique comme le mien, tout le monde touche ces 450 euros. Et la question, mais Madame Bettencourt va toucher les 450 euros, donc d'abord c'est un crédit d'impôt qui ne fait pas une grande différence sur ses impôts, sauf qu'il n'en paye pas beaucoup, parce que vous savez que le système français est très avantageux pour les vraiment très riches. Et par ailleurs, je réponds, ce qui permettra à Madame Bettencourt de survivre quand sa fille lui aura tout fauché. Parce que c'est ça, mais c'est sérieux en fait. Parce que ces 450 sont toujours là. Et donc ils enlèvent un poids énorme, une angoisse énorme, parce que la survie, elle est toujours assurée. Vous la voyez toujours, en fait, tous les mois, même quand vous gagnez beaucoup d'argent, et que finalement, c'est vous qui contribuez au système. Parce que vous devez 10 000 d'impôts, et donc vous n'en payerez plus que 950. Mais vous les voyez, ces 450. Et ceux-là, ils ne vous seront jamais enlevés. Et donc, vous aurez toujours ce filet de sécurité minimum, sur lequel on peut s'accorder, je pense, pour dire qu'il faut effectivement éviter de donner aux gens qui sont dans la grande pauvreté les moyens de manger, de s'habiller. Bon, je ne vous parle même pas des frais administratifs qu'on économise, puisque toutes les CAF, etc., peuvent être supprimés, et finalement ce système peut être géré par le fisc. Ça peut être géré par Bercy, c'est une formule très simple que chacun peut calculer, alors qu'aujourd'hui personne ne sait ce à quoi il a droit. Du coup, certains outsiders, comme toujours, n'ont droit à rien, et vous avez des gens dans le métro avec une pancarte « J'ai faim », alors qu'il y a 400 milliards de dépenses sociales en France par an. Et vous avez d'autres gens qui ont des niveaux de revenus tout à fait convenables et qui sont les bénéficiaires nets du système. Familles nombreuses, aisées, enfin bon, voilà. Il y a différentes cases, si vous voulez, dans la courbe de redistribution française qu'on a faite pour ce livre, la courbe de redistribution française. Vous avez un nuage de points. Si vous avez ici la différence entre les contributions et les allocations, c'est-à-dire suis-je bénéficiaire ou suis-je contributeur au système, et si vous avez ici le niveau des revenus, mais il y a tous ces points. Mais c'est ça qui est anormal. Avec le revenu universel, cette ligne devient droite. C'est la courbe de redistribution française. Et Alain Madelin disait, oui, alors d'autres peuvent avoir d'autres finalités, j'en reviens aux objections, d'autres finalités en vue. Oui, la redistribution par exemple. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que la lutte contre la pauvreté induit cette redistribution. Mais que précisément, la redistribution n'est pas un but en soi. Et qu'au contraire, à force d'avoir lutté contre les inégalités, on a oublié de lutter contre la pauvreté. Et Thomas Paine, qui est un des premiers concepteurs du revenu universel à la fin du XVIIIe siècle, disait très justement, je me fiche que certains soient devenus très riches du moment que personne n'est devenu pauvre en conséquence. Sur le SMIC, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un revenu universel qui fonctionne, qui donc se substitue à la fois à la activité à la PPE, du coup, vous n'avez plus aucun intérêt à garder le SMIC. Sur les emplois bas salaire, pas bas salaire, etc. En fait, je pense que, je pense que le revenu universel va donner du pouvoir de négociation, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que pour faire un emploi particulièrement pénible et non valorisant et très mal payé, il y aura un peu moins de candidats et donc cet emploi sera un peu plus payé. Et on peut se réjouir, par exemple, je ne sais pas si ceux qui ont lu le quai de Ouistreham montrent bien à quel point Madame Aubenas se met dans la peau d'une femme de ménage, montre bien à quel point aujourd'hui la compétition la plus forte en France, c'est finalement pour les très très bas salaires. Les gens se battent pour des heures de ménage beaucoup plus que les banquiers qui sont confortablement installés dans l'oligopole. La compétition, elle est là, la vraie compétition. Et effectivement, ce revenu de base redonne un peu de pouvoir de négociation à l'employé, comme il redonne aussi du pouvoir de négociation à l'employeur, qui effectivement peut dire, je te paye un peu moins, mais tu as ton revenu de base pour les métiers les plus intéressants. Donc simplement, il redistribue un peu le pouvoir de négociation, sans le changer considérablement. Alors, ensuite, donc encore une fois, je pense qu'on est à peu près sur le même système, sauf que le mien est individualisé. Et le côté universel, c'est une anticipation du fait que vous pouvez tomber au niveau de ceux qui sont les récipiendaires nets. Cette anticipation, c'est votre crédit d'impôt. Et mon système, c'est un moyen de financer cette allocation minimum, enfin cette allocation pour les plus pauvres. Donc, on peut l'appeler revenu universel parce que tout le monde a ce crédit d'impôt, mais finalement, c'est d'ailleurs l'impôt négatif. Moi, j'avais dit à l'économiste qui a travaillé avec moi, tu me fais le chapitre 12 de Capitalisme et Liberté décliné à la France d'aujourd'hui. Et simplement, là, il rajoute la méthode de financement, que Friedman ne donne pas. Donc, ensuite, il y a une deuxième question qu'a soulevée Alain Madelin, qui est plus... alors oui, sur les expérimentations,
Les expérimentations d'Utrecht, etc., c'est vraiment complètement fantaisiste, c'est gadget, c'est pour amuser les gens et ça n'a aucun intérêt. La Finlande y réfléchit sérieusement et d'ailleurs tourne autour des mêmes chiffres que moi, c'est-à-dire 500 sur les besoins de base, et effectivement 900 si on inclut l'assurantiel, donc chômage, santé, etc., et logement. Et là, on va voir jusqu'où ils vont parce qu'on entre dans d'autres considérations. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Anne Madeleine de différencier l'assurantiel et la solidarité. Bon, la Suisse fait un peu n'importe quoi, elle ne va pas contribuer à la noblesse de cette idée parce que ce référendum va être perdu parce que les sommes sont irréalistes. Bon, très bien. Et en fait, l'expérimentation indienne, ce qui est d'intéressant, effectivement, on donne une petite somme à l'Inde, ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que même les plus pauvres des plus pauvres, au milieu de l'Inde, analphabètes, quand on leur donne un peu d'argent, ils en font une utilisation rationnelle. C'est ça les conclusions de l'étude. C'est pas sur universel en soi, parce que ça ne peut concerner qu'une société entière pour être véritablement expérimentée. Mais ils en font un usage rationnel, c'est-à-dire qu'ils investissent dans leurs moyens de production, y compris très modestes, qu'ils envoient leurs enfants à l'école, qu'ils reconstruisent leur maison, etc. Donc on arrête de me dire que les pauvres ne savent pas quoi faire, ne sauront pas quoi faire, ou doivent être dirigés parce qu'ils utiliseront mal leur argent. Et c'est bien qu'il y a bien une conviction libérale que nous devrions partager, c'est que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins. Et c'est ça la magie, finalement, du revenu universel. Alors, et ensuite, il y a la deuxième grande, je pense, alors est-ce que j'en ai oublié? Je ne crois pas. Sinon, la deuxième grande, oui, on va revenir. La deuxième grande, je pense, le deuxième grand pan de critique, et qui là, me semble-t-il, est plus fondamental, plus compliqué, et peut-être une véritable opposition, parce que là, jusqu'à présent, je pense qu'on est relativement d'accord, c'est sur la notion de travail. Et alors, Alain, tu citais cette phrase de Foucault. Alors d'abord, je me permets de dire que quand même, j'ai des chevaux de Troie dans l'intelligentsia française, que Foucault en est un, et que pour publier une tribune dans Le Monde, il faut mieux commencer par Foucault. En l'occurrence, Foucault, donc c'est très sincère, et là c'est assez utile de diversifier les citations et de finalement leur montrer que Foucault était plus libéral qu'il ne pensait, et inversement que les libéraux savent aussi lire Foucault, ou Deleuze d'ailleurs, sur lequel j'avais écrit un livre. Bon, donc ce Foucault qui dit à la fin, donc le tout début de la phrase convient très bien. D'ailleurs, Foucault s'intéressait à l'impôt négatif parce qu'il y voyait justement un moyen de lutter contre l'inquisition, ce qu'il appelait lui-même l'inquisition administrative, il reconnaissait cela. Et il disait c'est aussi un moyen pour l'individu de rester assisté. Bon. D'abord, dans tous les systèmes, quelle que soit la manière dont on les conçoive, y compris ce revenu minimum garanti, eh bien, ceux qui veulent rester assistés au minimum restent assistés au minimum. Donc l'impôt négatif ne change pas tellement ce processus. Et chacun sait comment truquer un peu les CAF pour faire semblant de chercher un emploi, basta. Donc pratiquement, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais néanmoins, conceptuellement, moi je dirais que si un individu veut rester... C'est l'objection, en fait, un philosophe qui a beaucoup défendu l'universal, c'est Philippe Van Parijs, que j'avais invité à notre conférence. Et c'est l'objection que lui faisait John Rawls. Ils avaient eu un débat, Van Parijs-Rawls, sur la question du revenu de base, sur laquelle Rawls n'a jamais été très convaincu, même s'il la mentionne d'ailleurs dans la théorie de la justice. Et c'est l'objection du surfeur de Malibu. Qu'est-ce qu'on fait du type qui utilise son allocation, 450 € pour vivre très chichement et faire du surf à Malibu? Mais on lui dit bravo, on lui dit très bien. C'est précisément, et c'est là que les réels libertariens qui veulent assurer l'autonomie réelle et la possibilité pour chacun de choisir sa définition de la vie bonne se différencie peut-être des libéraux classiques, qui est il faut précisément permettre à chacun d'effectuer son choix de vie pour un coût très minime pour la collectivité, et si cet argent est utilisé pour faire du surf à Malibu, tant mieux, parce que si on refuse ça, alors on va forcément rentrer dans un système de conditions infinies. Ah, tu n'as pas le droit de faire du surf à Malibu. D'accord, mais est-ce que tu as le droit de faire du surf si par ailleurs tu vends aussi des cacahuètes sur la plage? Et voilà. Et après on va construire, et puis il va y avoir un inspecteur de l'activité qui va aller sur la plage pour vérifier que le type a bien un emploi en plus de faire du surf. Voilà. Et par ailleurs, c'est aussi cette conviction que nous devons partager, cet optimisme sur la nature humaine, et ce que montrent ces expérimentations en Inde. Que s'il y a 0,1% des gens qui font du surf, très bien, mais qui sera toujours seul sur sa plage à Malibu. Et que précisément la plupart des gens choisiront toujours l'activité
le travail et les revenus, que par ailleurs ce système encourage, puisque comme je l'ai dit, sur la formule que nous proposons, 1 euro gagné paye toujours plus que les IFT, enfin, le fait de ne pas travailler. Et ça, c'est une différence également avec le système actuel. Et puis, donc, nous arrivons toujours sur cette question du travail, à la question de la fin du travail. Alors d'abord, moi je dirais peu importe. Précisément, n'essayons pas d'imaginer ce que sera la société de demain. Les libéraux connaissent bien Popper et les Black Swan. On ne sait pas ce que sera la société de demain. Ce système marche justement indépendamment de ce que va devenir la société de demain. Elle permet effectivement à un monde avec moins de travail, hors salariat, etc., d'émerger. Mais elle marche tout autant pour un monde du plein emploi salarié. J'ajoute d'ailleurs sur le plein emploi salarié qu'en effet, nous passons de la logique assurantielle, la logique de protection des sociétés industrielles était basée sur le plein emploi. C'est d'ailleurs ce que dit Beveridge quand il propose le système, quand il imagine pendant la guerre le système de l'État-providence que nous connaissons aujourd'hui. Le système ne marche que si les gens ont un emploi à vie. Et donc le système a été conçu pour que la solidarité s'effectue dans les accidents, quand par hasard, par malchance, on perd un emploi, on est entre deux choses, et donc il est basé sur l'identité et la condition, parce qu'on cherche à savoir ce qui est arrivé exactement. Et effectivement, dans un système où les formes d'emploi sont beaucoup plus variées, où donc les gens multiplient les activités, comme le disait Alain Madelin, qui est le vieux rêve de Marx, je me rappelle, eh bien, on ne peut plus multiplier ces conditions, et on doit effectivement assurer ce filet de sécurité d'une manière plus stable et prévisible, ce que le revenu universel et l'impôt négatif permet. Surtout, ce qu'il permet, ce n'est pas de financer l'oisiveté, c'est de financer les aléas des revenus. C'est-à-dire que dans un monde où vous êtes chauffeur VTC et traducteur, comme le disait Alain, eh bien, vous n'aurez pas la même somme à la fin de chaque mois. Et donc, il va falloir un système très agile qui adapte la location à laquelle vous avez droit à la fluctuation de vos revenus. Et c'est là que l'impôt négatif, avec cette différence mensuelle entre le crédit d'impôt qui m'est dû et l'impôt que je paye, est extrêmement efficace. Donc voilà, donc sur la question de la fin du travail, je dirais d'abord peu importe. Ça ne change absolument rien à la conception de l'impôt négatif. Ça permet justement à différents choix de sociétés de l'advenir, différentes possibles sociétés en devenir. Et quand bien même nous passerions nous évoluerions vers la fin du salariat, Alain dit, ça joue sur la peur, mais ça joue aussi sur un grand enthousiasme. Moi, j'ai connu le salariat, j'ai détesté cette relation de subordination. Aujourd'hui, j'ai une activité plus aventureuse à tous les points de vue, y compris financiers, j'en suis beaucoup plus heureux. Vous direz, mais ça n'a pas un niveau, mais c'est une réalité que la génération même plus Y, les Z, sur laquelle de nombreuses études dans la dernière Ernst & Young fin décembre ont été publiées, montrent que ces gens ne veulent même plus de CDI. Moi, j'ai d'ailleurs eu l'expérience moi-même, confirmée par d'amis entrepreneurs, de gens qui, à l'entretien d'embauche pour travailler pour mon think tank, me disent « Vous faites ce que vous voulez, mais je ne veux pas de CDI ». Or, aujourd'hui, comme le disait Alain, les régulations ne permettent pas de considérer une forme de relation qui ne soit ni l'indépendance totale, ni la relation de subordination. Et qui, du coup, génère ces requalifications salariales. Donc oui, il faut inventer les protections et les régulations qui correspondent à ce monde du travail. Nous avons fait une proposition, indépendamment du revenu universel, qui est le statut de l'actif, qui effectivement donne des droits à des gens qu'on ne peut plus considérer comme des salariés et qu'on ne peut pas non plus considérer comme des entrepreneurs indépendants, au même titre qu'un entrepreneur qui monte sa boîte en vendant du capital. Pas exagérer. Chauffeur Uber, c'est pas vrai, c'est leur propre patron. C'est une nouvelle forme qui apparaît, pour laquelle il faut une nouvelle régulation. D'ailleurs, eux-mêmes le sentent. J'avais été très, très, très intéressé quand le syndicat des chauffeurs VTC s'était créé. J'avais appelé son patron, son créateur, qui m'avait dit, nous constituons un syndicat, non pas pour réclamer les droits des salariés, mais au contraire pour préserver notre indépendance face à des plateformes qui, elles, veulent se comporter avec nous dans une relation de subordination. Et donc c'est ça qui est passionnant, parce que là, le syndicat retrouve sa vocation originelle, défendue par Bastia et par d'autres, qui est l'association d'intérêts face à un donneur d'ordre, en l'occurrence, et la négociation du prix de son travail.
Voilà, et enfin peut-être sur le dernier argument qui était de dire ah oui mais les plateformes vont en profiter pour moins payer parce que de toute façon tout le monde aura un revenu universel. C'est un peu étonnant que ce soit l'argument d'Alain puisque c'est finalement... Ah bon, d'accord. Je croyais que tu disais les plateformes vont en profiter pour laisser les gens dans une forme de précarité, etc. Ah, alors, oui. Oui, mais je dis ça, mais c'est finalement un peu le même argument que les défenseurs du C'est SMIC. pas forcément moins payer, c'est pas payer la part sociale. Oui, alors après, sur la part sociale, bon, alors là, nous avons... Il y a une limite pour être payé par le travailleur. D'accord, oui, bah, exactement. Donc ça, c'est un débat sur l'assurantiel qui, encore une fois, est hors du cadre, à mon sens, du revenu universel et de la sécurité basique. Enfin, bon, il y a la question, évidemment, du niveau. Et ça, d'ailleurs, Friedman le disait lui-même en concluant ce texte. Il disait, le problème de ce système, c'est the self-restraint of the electorate. Et effectivement, on peut craindre que l'électorat s'amuse à augmenter peu à peu le revenu du niveau de base jusqu'à un moment où il servira bien d'autres fonctions que de couvrir les besoins de base et où effectivement il servira de prétexte à l'amplification de la redistribution. Ah bien, cette question de faisabilité politique, je ne peux que répondre que nous devons convaincre les gens et militer comme nous le faisons, parce que si nous commençons à prendre en compte la faisabilité politique dans nos analyses, eh bien, l'état actuel du pays, nous n'en ferions aucune. Donc voilà. Merci Gaspard. C'est très intéressant. Alain, tu voulais réagir là-dessus. Oui, je voudrais réagir sur 2 points. Le premier point, c'est le surfeur de Malibu, qui est le point d'opposition fondamental. Et puis ensuite, puisque tu as ouvert le capot du Liber, mettre un peu les mains dans le cambouis et regarder concrètement ce que ça signifie. Alors, le surfeur de Malibu, je le trouve très sympathique. Edwards, il a décidé de vivre frugalement du revenu universel, de venir de temps en temps peut-être des petits emplois dans l'économie de marché, mais enfin de militer pour un syndicat, pour sauver la planète, de faire du surf, de participer à des réseaux de troc, de faire des choses utiles, pour échanger sur le net, pour contribuer à Wikipédia, pour cultiver son potager, pour manger bio, pour se consacrer à ça. Je trouve ça très bien. C'est un choix de vie que je respecte. La seule question, c'est est-ce que j'ai le devoir de lui verser une pension alimentaire? C'est ça le problème. Et au nom de quoi? C'est ça la grande question. Parce que, en fait, donner les moyens à des gens de ne pas travailler, parce qu'on a la liberté de ne pas travailler, c'est leur donner des droits de vie du travail des autres. Et c'est ça la question philosophique. Alors au nom de quoi je vais leur donner ces droits? Tu as dit à plusieurs reprises, enfin quelques reprises, mais parce qu'il n'y a pas de liberté sans moyens matériels. Oh là, c'est la conception marxiste des droits, ça. Je ne sais pas où on va. Et je réveille les libéraux au secours, ceux qui ont lutté pour nous expliquer qu'il y avait les différences entre les droits d'eux, les droits, les libertés, les droits, libertés, etc. Ceux qui se sont assez battus pour le droit, contre le droit au travail à l'Assemblée nationale, en expliquant que c'était un droit donné à l'État. Ceux qui nous ont expliqué que tous ces droits-créances, en réalité, si généreux dans les constitutions des démocraties populaires, d'autant plus généreux qu'ils sont autant de devoirs pour l'État d'intervenir, se réclamer de cette conception des droits-là me paraît être quelque chose de dangereux. Ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que, au fond, donner à l'État le droit de me prélever de force de l'argent pour verser la pension alimentaire de M. Edwards, pour qu'il lui permette de faire du surf, c'est utiliser la force publique contre moi. Or, je me réclame d'une philosophie libérale qui veut que cet usage de la force publique soit limité, ultra limité. Et d'ailleurs, ceux de tes amis qui m'intéressent, qui s'inspirent de John Rawls, ce n'est pas le contraire. Oui. Hein? Donc, on doit limiter, maximiser les libertés, limiter l'intervention de l'État,
Et en revanche, pour reprendre Rawls, maximiser les chances de ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors là, j'adhère. Les opportunités. Mais ceux qui sont en bas de l'échelle. Pas ceux qui font un choix de vie respectable, mais que je n'ai pas... je vais attendre dire un mot. Que je n'ai pas... à payer. C'est une conception fondamentale là, du droit de l'État. Et je le dis d'autant plus que moi, je m'intéresse depuis longtemps à la lutte contre la pauvreté. Dans ma région, dans mon département, j'ai eu beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui encore, je suis, à titre personnel, engagé dans de nombreux combats contre la pauvreté. Et au fond, la pension alimentaire que je vais donner à M. Edwards, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'aimerais donner à des vrais pauvres dont je m'occupe, qui ont ma sympathie, qui ont mon empathie. Parce que justement, le combat contre la pauvreté, pour moi, c'est une priorité. Et je pense qu'il est plus utile pour moi de donner mon argent, que sais-je, à des situations de misère et de dépendance que je connais, à des réfugiés qui m'émeuvent, à participer à l'éducation d'enfants au bout du monde. Voilà pourquoi je disais, si tu veux, tout à l'heure, que la lutte contre la pauvreté m'apparaissait un peu comme la Libye facile, et quand derrière, il n'y a pas véritablement cette préoccupation de lutte contre la pauvreté, mais un projet sans doute plus ambitieux, qui n'a pas en tout cas mon approbation. Et prendre mon impôt, c'est aussi avoir mon consentement. Tu n'as pas mon consentement. Enfin, le chauffeur de Malibu n'a pas mon consentement. Alors maintenant, si je regarde un petit peu, je soulève un peu le capot de différentes choses. Il y a deux types de revenus universels. Il y a le revenu, disons, de subsistance, autour de 400-500 euros, et le revenu d'existence autour de 800-900 euros. Et donc derrière, il y a deux types de familles, pour faire simple. La première famille qui dit « je redéploie ce qui existe », et la deuxième famille qui dit « je prends des impôts supplémentaires ». Je laisse de côté la deuxième famille qui prend des impôts supplémentaires, parce que j'en ai vu un certain nombre de représentants dans le colloque qui m'avaient invité. Il faut avouer qu'ils étaient assez imaginatifs sur le plan des impôts supplémentaires qu'ils avaient levés. Depuis taxer les GAFA, taxer les riches, taxer la pollution, taxer les robots. Enfin, il y avait plein d'idées. Même d'ailleurs, c'est une idée d'actualité. Ce matin, on l'a fait d'ailleurs. Il y a un petit revenu universel que tu n'as pas vu là. Tu ne l'as pas vu ce matin. Une petite prime donnée directement par la Banque centrale, c'est l'hélicoptère monnaie, donnée directement par la Banque centrale aux jeunes en situation de pauvreté au Japon. Donc voilà, l'hélicoptère monnaie, donc la création monétaire, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, toi tu fais ton truc, et c'est bravo, à prélèvement obligatoire constant. Parfait. Alors, ce qui m'intrigue quand même, c'est que il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Tous ces gens qui avaient le droit au RSA, qui maintenant, il y a beaucoup qui ne remplissent pas les formulaires parce que certains pourraient y prétendre, d'autres savent qu'on va découvrir des situations où ils ne méritent pas d'y prétendre. Hein. 2/3 de la fraude sociale concerne le RSA. Et voilà, j'y reviendrai. Mais on va étendre le champ à des gens qui pourraient prétendre au RSA, et puis on va l'étendre aussi, semble-t-il, aux surfeurs de Malibu, etc. Donc j'ai, à l'heure actuelle, un système qui est plutôt tourné vers la vraie pauvreté, j'ai dans le champ. Donc en fait, je vais moins donner d'argent à la vraie pauvreté. Et c'est là où je voudrais revenir sur cette question, encore une fois, que je crois connaître bien, cette histoire de la pauvreté. Je ne pense pas que l'on puisse résoudre exclusivement, mais c'est vrai aussi pour l'impôt négatif, et c'est vrai aussi pour le RMI, tout ce que l'on veut, hein. Ça ne change rien, mais qu'on puisse résoudre cette question de la pauvreté, ou prétendre y participer avec simplement une allocation monétaire. La pauvreté, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai rencontré des pauvretés. Ça se conjugue au pluriel. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre le jeune qui a abandonné son foyer, celui qui est dans une situation de totale dépendance,
à la drogue, à une addiction, à l'alcool, celui qui venait d'avoir un travail, qui est apte au travail, celui qui est tellement éloigné du travail qu'on ne sait pas ce que l'on va faire, celui qui a des problèmes psychologiques, celui qui est jeune, celui qui est vieux, celui qui a une solidarité familiale encore un peu active, celui qui n'en a pas, celui qui a un logement, celui qui n'en a pas, celui qui a un petit patrimoine, celui qui n'en a pas, celui qui est complètement à la rue. Je vais regarder sa situation personnelle quand je traite un cas comme ça. Je le regarde humainement, c'est une personne que j'ai en face de moi. Je ne vais pas traiter en disant, voilà votre revenu, voilà votre chèque, débrouillez-vous, je vous fais confiance. Non, je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance, parce que peut-être qu'avec ce chèque, sa première tentation, ça sera d'aller acheter sa dose de drogue. Alors oui, bien sûr, on a la liberté de, etc. Mais je n'ai pas le devoir de le financer, ça. Et donc, je trouve qu'il y a absolument besoin d'un traitement personnalisé d'accompagnement de la pauvreté. Et que le revenu universel, ou l'impôt négatif, n'épuise pas le sujet. Mais simplement, il faut bien savoir que si je consacre trop d'argent, si je consacre de l'argent en plus à des gens qui, à mes yeux, ne le méritent pas et ne sont pas des vrais pauvres, ce sont des moyens en moins que je donnerai à la vraie lutte contre la pauvreté. C'est celle-là qui m'intéresse. Et je pourrais en parler longtemps, mais c'est celle-là qui, à mon avis, mérite notre empathie, notre sympathie, aurait dit Adam Smith, qui est à la base de la construction de nos institutions sociales. Donc là, je veux bien me mobiliser. Je me sens le devoir, y compris de faire appel à l'État qui fera appel à l'impôt, pour aller se tourner vers ceux qui souffrent le plus. Mais ce que je dis pour eux n'est pas valable pour le champ immense du revenu universel. Alors quand je regarde d'un peu plus près le LIDER, à prélèvement constant, 23%, blablabla. La forme des prélèvements, Gaspard, n'est pas indifférente. Alors je veux bien croire que ce soit des rapidités d'écriture, tout ce qu'on veut, tout de même. Ce qui est dit dedans, c'est qu'on va faire une taxe proportionnelle sur, pour penser tout ça, sur tous les revenus. Oui. Les revenus, toutes les formes d'exonération du capital et autres. On va taxer enfin le capital comme le travail. Je pense que c'est une idée fausse, monstrueusement fausse. Je l'ai dit du temps de Sarkozy, où la droite s'avançait dans cette direction, et c'est vrai, quand on a commencé à surtaxer le capital, je le dis aujourd'hui, lorsque les socialistes nous ont fait battre des records, je pense que l'investissement, et notamment l'investissement dans l'entreprise, qui par lui-même est productif de croissance, d'emploi, de nouvelles richesses, d'impôts sur les sociétés, n'a pas à être surtaxé. Aucun pays ne fait cela. C'est une erreur monstrueuse que de vouloir taxer le capital comme le travail. Et je crois que dans les modalités que dit Hubert, il y aurait lieu de réviser cette affirmation qui est tirée, si j'ai bien compris, parce qu'Allais a dit ça un jour, ok, d'accord, mais la réalité n'est pas celle-là aujourd'hui. Et je le dis d'un point de vue économique, parce que cette surtaxation du capital, elle nous coûte de la croissance et de l'emploi. Je le dis même aussi d'un point de vue social, parce que c'est le capital qui fabrique les salaires. C'est quand vous êtes dans une société qui a beaucoup de capital que vous pouvez avoir de bons salaires. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un pays. Si je paie beaucoup plus cher mon coiffeur à Paris que mon coiffeur à Dakar, c'est pas parce qu'il a une productivité plus grande, c'est parce qu'il est dans un pays qui a plus de capital. Donc le capital, c'est social. Hein, il y a même, alors tu as cité Allais, de droite, partisan de l'impôt sur le capital. Je cite Georges Caldor, qui est de gauche, pour voter dans son souhait d'avoir parfois des citations empruntées à l'ennemi. Georges Caldor, grand économiste, conseiller de tous les gouvernements travaillistes pendant des décennies, de par le monde, Georges Caldor qui disait la meilleure taxation du capital du point de vue des travailleurs, c'est zéro. Et où, enfin bref, je ne développe pas davantage, mais là c'est un point de désaccord. Deuxième point de désaccord aussi, c'est de dire, eh bien on va, je crois que vous n'avez pas très bien compris, pas forcément toi, mais le rôle de l'assurance maladie. Je crois qu'il faut que l'assurance maladie redevienne une assurance maladie. Le projet tel qu'il est présenté consiste à
fiscaliser complètement l'assurance maladie. Si. Vous le reprendrez tout à l'heure, j'aurais vérifié, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est la fiscalisation de l'assurance maladie, dont le rôle d'assurance n'est pas vu au travers des recettes de la description du paysage fiscal qui est faite. Troisième point, c'est la famille. Je ne suis pas maniaque des politiques familiales, elles existent telles qu'elles sont. Ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est que l'on remplace des cotisations proportionnelles qui donnaient lieu, au fond, à des prestations relativement proportionnelles, malgré des plafonds, des seuils, des quotients, etc. C'est compliqué, mais voilà, c'était l'idée, en tout cas originelle, ces cotisations proportionnelles, parce que de l'autre côté, il y a une solidarité horizontale qui ne vise pas à réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, mais entre les familles qui ont des enfants et les familles qui n'ont pas d'enfants. Or, si je fais une cotisation proportionnelle, le LIBER qui est proportionnel, et de l'autre côté je mets une prestation qui est la même pour tout le monde, de fait, techniquement, j'apprends la progressivité d'impôt sur le revenu. Ça revient à ça. Or, la pire des choses, me semble-t-il, c'est là encore, après l'erreur de l'égalité de la fiscalité du capital et du travail, c'est le fait de la taxation marginale. On a parlé des effets négatifs de la taxation marginale tout à l'heure sur les gens qui sont en bas de l'échelle sociale et qui sont coincés dans la trappe à pauvreté parce que cette taxation marginale les empêche de retrouver un travail. C'est l'objet de l'impôt négatif et de le revenu universel que de lisser cette sortie de cette trappe. Là, en l'occurrence, on se retrouve dans une situation où cet impôt qui est prélevé proportionnellement va donner lieu à une allocation qui revient à augmenter la fiscalité marginale sur tout le monde, mais sur particulièrement les talents et ce qui nuit à la croissance. Le dernier point sur ces questions des ressources, c'est le fait que dans la description du LIBER qui est faite, il y a au fond un quart qui paye vraiment, de la population qui paye vraiment, plus de la moitié qui reçoit et le reste pour lequel c'est à peu près neutre. Donc une majorité qui reçoit, une minorité qui paie. Nous avons appris par l'école des choix publics que ce qu'il en est. D'ailleurs, dans la plaquette même du LIBER, vous dites, mais le LIBER est une question, le niveau du LIBER est une question de choix collectif. Bien. Il pourra être augmenté ou diminué. Les choix collectifs qui diminuent les prestations sociales, j'en ai pas encore vu. Des choix collectifs qui l'augmentent, et d'ailleurs, c'est la vision de tous les partisans du LIBER, c'est d'aller vers toujours plus. Je vois qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Alors, je veux bien croire que cette situation, c'est déjà la photographie actuelle, mais à partir du moment où c'est aussi patent, on risque d'avoir des majorités qui vont demander toujours plus à la petite minorité dont ils extraient leur revenu, non seulement leur revenu de pauvreté, le cas échéant, mais aussi un revenu d'inactivité. Il y a un vieil adage libéral, littéraire que tu es sans doute l'apprécieras, qui était un publiciste du 19e siècle, qu'on peut appliquer à ce que je viens de dire, mais qui s'applique à beaucoup d'autres situations. Ne me dites pas ce que vous voulez faire des lois, ne me dites pas ce que vous voulez faire des lois que vous proposez, dites-moi ce qu'à d'autres que vous, ces mêmes lois auront le pouvoir de faire. Je trouve la formule jolie, et elle peut s'appliquer aussi au revenu universel. Enfin, je voudrais dire, toujours dans ce capot, je voudrais dire un mot sur les effets pervers. Moi, l'attitude responsable qui est l'humiliation, qui est la réalité de la pauvreté n'est pas tout à fait celle-là. La réalité aussi, ce sont les effets d'aubaine. À partir du moment où on donne allocation à des gens, on peut estimer qu'ils ne le méritent pas vraiment. Est-ce que la jeune épouse de quelqu'un de très riche mérite cette allocation de femme au foyer, en quelque sorte? Et donc, on aura forcément des imbus. Et la théorie des incitations, elle existe aussi en économie. C'est une incitation à toucher son revenu et à le compléter par de petits trafics ou de petits travails au noir. C'est le cas aujourd'hui. À partir du moment où l'on met l'inconditionnalité comme étant un pilier du revenu universel, je ne doute pas que cette situation se multiplieront. Il suffit de regarder, vous avez un exemple d'actualité, Cameron, qui se bat
pour obtenir de l'Europe un frein contre quoi? Contre le Working Family Tax Credit, l'impôt négatif britannique. Pourquoi? Parce que ce Working Family Tax Credit, comme le Libère d'ailleurs, il est versé automatiquement dès lors qu'on est résident légal. Ben justement, dit qu'avant, on n'a pas le sou. On n'a pas les sous, donc on veut que bien accueillir des Polonais, des Roumains, etc. Mais on n'a pas les sous pour leur donner le Working Family Tax Credit que je suis obligé de leur verser au nom des lois européennes et je demande une exception. C'est bien la preuve que ces abus existent. Et je reviens sur cette règle de base. Si vous subventionnez l'inactivité, vous prenez le risque de multiplier l'inactivité. Et l'objet de trop de gens autour du revenu universel étant de supprimer l'obligation du travail, de faire du travail un choix et non une obligation, je pense qu'avec le revenu universel, on manie de la dynamite, que c'est extrêmement dangereux, que modestement, je veux bien laisser à d'autres pays plus avancés que nous, le soin de faire des expérimentations hasardeuses, et qu'en attendant, nous avons trop de lois utiles à faire pour se distraire de projets inutiles.